Edgar Morin était chauve. Pourtant, il n'a jamais écrit un seul livre sur la calvitie. C'est assez étonnant quand on y pense. Car Edgar Morin a consacré plus de 70 ans à étudier les phénomènes humains les plus complexes. Né en 1921 à Paris, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, sociologue, philosophe et penseur de renommée internationale, il est surtout connu pour avoir développé la pensée de la complexité. Une idée simple en apparence. On ne comprend jamais vraiment un phénomène lorsqu'on l'isole de son contexte. Pour comprendre le monde, il faut relier ce qui semble séparé. Le biologique, le psychologique, le social, le culturel, l'économique. Tout ce qui interagit, tout ce qui s'influence mutuellement. Or, même s'il était lui-même chauve depuis une grande partie de sa vie adulte, Morin n'a jamais consacré de recherche spécifique à la calvitie. Aucun ouvrage, aucune théorie, aucune enquête. Comme si le sujet était trop banal pour attirer l'attention des intellectuels. Et pourtant, si l'on applique sa méthode à la calvitie, celle-ci devient soudain un objet extraordinairement intéressant. Car la calvitie n'est jamais seulement une affaire de cheveux. C'est un phénomène où se rencontrent la biologie, l'identité, les normes sociales, la culture et même l'économie. Autrement dit, un phénomène typiquement morinien. Alors essayons un instant d'observer la calvitie à travers les lunettes d'Edgar Morin. Et voyons pourquoi un simple front qui recule peut nous raconter beaucoup plus de choses sur la société que nous ne l'imaginons. La plupart des gens pensent que la calvitie est une histoire simple. Tu perds tes cheveux, c'est génétique, fin de l'histoire. Mais si Edgar Morin regardait la calvitie, il dirait probablement que c'est exactement l'inverse. La calvitie est un phénomène complexe, parce qu'elle n'existe jamais seulement sur le sommet du crâne. Elle existe aussi dans notre tête, dans notre culture, dans notre société et dans notre économie. Commençons par la biologie. Oui, la calvitie est d'abord un phénomène biologique. Nos gènes jouent un rôle majeur. Les hormones aussi, notamment la DHT, un dérivé de la testostérone qui, chez certaines personnes, fragilise progressivement les follicules pileux. Avec le temps, les cheveux deviennent plus fins. Leur cycle de vie raccourcit, puis certains disparaissent définitivement. Le vieillissement amplifie encore ce processus. Mais si la calvitie n'était qu'une question de biologie, alors tous les hommes chauves la vivraient de la même façon. Or, ce n'est manifestement pas le cas. C'est là qu'intervient la dimension psychologique. Perdre ses cheveux, ce n'est pas seulement perdre une matière biologique. C'est parfois avoir l'impression de perdre une partie de son identité. Pour certains hommes, les cheveux sont associés à la jeunesse, à l'attractivité, à la confiance, à une image de soi construite depuis l'adolescence. Quand cette image commence à changer, certaines personnes traversent une véritable période de remise en question. D'autres, au contraire, vivent cette transformation avec détachement, parfois même avec soulagement. La différence ne se trouve pas dans le cuir chevelu. Elle se trouve dans le sens que chacun attribue à ses cheveux. Mais ce sens ne vient pas de nulle part. Il est largement influencé par la société, car la calvitie est aussi un phénomène social. Dans de nombreuses cultures contemporaines, la jeunesse est valorisée. L'apparence est constamment exposée. Les réseaux sociaux multiplient les comparaisons. Les applications de rencontres renforcent l'importance accordée à l'image. Dans ce contexte, perdre ses cheveux peut être perçu comme perdre un avantage symbolique. Mais les représentations sociales sont souvent contradictoires. D'un côté, la calvitie est parfois associée au vieillissement, à la perte, au déclin. De l'autre, certaines figures chauves incarnent la puissance, l'autorité ou la confiance. Des chefs d'entreprise, des sportifs, des acteurs, des personnalités publiques. La même caractéristique physique peut donc être perçue comme un handicap ou comme un signe de force selon le contexte. C'est précisément ce qui rend le phénomène complexe. Et cette complexité devient encore plus visible lorsqu'on observe la dimension culturelle. Car la signification du cheveu a énormément varié au cours de l'histoire. Dans certaines civilisations, une chevelure abondante symbolisait la vitalité, la virilité, le statut social. Ailleurs, le crâne rasé était associé à la sagesse, à la spiritualité, à la discipline. Chez les moines bouddhistes, chez certains ordres religieux, chez les guerriers de différentes époques. Le rapport aux cheveux n'a jamais été universel. Il dépend toujours d'une époque, d'une société,
d'un imaginaire collectif. Autrement dit, la calvitie n'a pas de signification naturelle. Elle reçoit une signification culturelle. Et cette signification génère à son tour un immense système économique. Car la calvitie représente aujourd'hui un marché mondial de plusieurs milliards d'euros. Greffe capillaire, traitements médicamenteux, compléments alimentaires, shampoings spécialisés, poudres densifiantes, perruques modernes, cosmétiques, micro-tatouages du crâne, cliniques spécialisées, coaching esthétique. Une industrie entière prospère autour d'une même promesse. Vous pouvez reprendre le contrôle de votre image. Ce n'est pas forcément négatif. Certaines solutions améliorent réellement la qualité de vie de nombreuses personnes. Mais cette économie repose aussi sur quelque chose de plus profond, notre rapport émotionnel à l'apparence. Plus la peur de perdre ses cheveux est forte, plus la valeur des solutions proposées augmente. La biologie crée le phénomène. La psychologie lui donne une charge émotionnelle. La société lui attribue une valeur. La culture lui donne un sens et l'économie construit des réponses. Voilà pourquoi la calvitie n'est jamais seulement une histoire de cheveux. C'est un point de rencontre entre le corps, l'identité, les normes sociales, les représentations culturelles et les intérêts économiques. Et c'est sans doute ce qu'Edgar Morin aurait trouvé fascinant. Parce qu'en regardant un simple crâne qui se dégarnit, on découvre en réalité tout un système de relations invisibles. La calvitie n'est pas seulement ce qui arrive aux cheveux, c'est ce qui arrive à un être humain lorsqu'un phénomène biologique rencontre le regard de la société. Et pourtant, lorsqu'on regarde la calvitie à travers cette grille de lecture, quelque chose change. On cesse de la voir comme un simple défaut à corriger, ou comme une anomalie à cacher. On comprend qu'elle fait partie d'une histoire plus vaste. L'histoire d'un corps qui évolue, d'une identité qui se transforme, d'un rapport à soi qui se construit au fil du temps. La calvitie peut être vécue comme une perte, c'est vrai, mais elle peut aussi devenir une réappropriation, une nouvelle manière d'habiter son apparence. Une façon de se détacher de certaines injonctions, de certaines attentes, de certaines illusions de contrôle. Après tout, l'identité d'un individu ne se résume jamais à ce qu'il possède, ni à ce qu'il perd. Elle se construit aussi dans la manière dont il donne du sens à ses transformations. C'est peut-être là la leçon la plus morinienne de toutes. La calvitie n'est pas seulement une question de cheveux, c'est une expérience humaine. Et comme toute expérience humaine, elle peut devenir une source de fragilité, mais aussi de liberté. Car un homme n'est jamais défini par l'état de son crâne, il est défini par la manière dont il habite son histoire. Et parfois, cette histoire commence précisément le jour où les cheveux s'en vont.